Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le doigt emmaillé? Ben, on peut dire la première chose, c'est que, il peut résulter d'un traumatisme avec un mécanisme ouvert ou fermé. Deuxième élément, c'est qu'il peut être tendineux, on l'appelle aussi doigt emmaillé de type 1, ou osseux, on l'appelle aussi doigt emmaillé de type 2 ou 3. Et nous verrons que le type 2 correspond en fait à un doigt emmaillé avec un fragment qui est plus petit que le type 3. Le traitement est orthétique pour les doigts emmaillés de type 1 et 2, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec des temps qui sont relativement longs, et c'est là où c'est difficile en fait à mettre en place, et qu'il faut qu'il y ait une bonne participation du patient, puisque c'est 8 semaines non-stop. C'est-à-dire que le patient ne doit absolument pas enlever l'orthèse, et s'il l'enlève une seule fois pendant ces 8 semaines, eh bien, il repart à zéro. Et on peut rajouter 2 semaines de port nocturne. Si le fragment est osseux avec un gros fragment, donc la règle c'est de dire qu'il est supérieur à 30% de la surface articulaire et qu'il y a en plus une subluxation palmaire qui est non réduite au niveau de l'orthèse, le traitement sera chirurgical. C'est ce qu'on appelle un doigt emmaillé de type 3. Le traitement pour les doigts emmaillés de type 1 et 2, comme nous l'avons vu, c'est un traitement qui est conservateur, mais là où il faut faire super gaffe, c'est d'une part, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du temps, et on ne doit absolument pas laisser les patients avec des orthèses qui ne garderont que 3, 4, 5 semaines. Le temps est fixé, c'est un temps qui est au moins de 8 semaines. Et l'orthèse qui est réalisée doit être une orthèse qui est faite sur mesure, parce qu'elle devra, et nous allons le voir tout à l'heure, positionner l'IPD dans une certaine position, mais elle doit en même temps libérer absolument l'IPP. C'est pour ça que ces orthèses, comme vous avez sur le dessin ici, ce sont des orthèses qui ne sont pas du tout adaptées à ce type de pathologie, parce que d'une part, elles immobilisent pas bien l'IPD, et on le voit très très bien sur l'image ici, par exemple, avec cette orthèse grenouille, on a l'IPD qui n'est pas strictement en extension, même pas en légère hyperextension, pardon. Et dans les deux cas, l'IPP est verrouillé, ce qui est catastrophique. Et donc, si des orthèses de ce type sont mises en place et qu'elles sont gardées par le patient pendant 8 semaines, eh bien, ça va nous amener à des catastrophes. C'est particulièrement dangereux pour les patients. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre, c'est même pas qu'on peut se permettre, c'est qu'il faut le faire libérer l'IPP sur ses doigts emmaillés. Là, vous le voyez, c'est une vidéo 3D issue des cours que j'avais fait sur Physio Academy. Eh bien, parce que quand on fait une flexion de l'IPP, en réalité, ça crée une mise en tension ici, on le voit bien, hein, de la bandelette médiane qui va détendre les bandelettes latérales. Et donc, en réalité, quand on fait une flexion de l'IPP, non seulement on ne crée pas de tension sur les bandelettes latérales, mais c'est même mieux que ça, c'est qu'en fait, on les détend. Alors, le consensus qui a été développé par un- une communauté d'experts, dont Jean-Claude Rousseau, qui est une référence pour nous tous en France, ben, ça a été que la position de l'interphalangienne distale, elle est en légère hyperextension, inférieure à 15 degrés d'après Evans en 2012, et que le port doit être de 8 semaines plus 2 semaines au niveau nocturne. Alors, le dessin qu'il y avait tout à l'heure, c'était un dessin d'une orthèse de Stack. Et en fait, la question qui a été souvent posée dans les différents congrès, dans les différentes réunions entre experts, ça a été est-ce qu'on va préférer faire une Stack ou une tuile dorsale? Il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut être pour la paix des méthodes et des habitudes de chacun. L'orthèse de Stack a un avantage, c'est qu'elle est d'une grande fiabilité, puisqu'elle va difficilement euh, lâcher ou créer un faisceau. La tuile dorsale peut avoir cet inconvénient, puisqu'elle est collée sur l'ongle. Par contre, le gros avantage que la tuile dorsale a par rapport à la stack, c'est qu'elle n'aveugle pas la pulpe et que donc elle va éviter d'avoir des problèmes d'exclusion fonctionnelle. Alors là où on peut peut-être se mettre d'accord, c'est dire que quand on a des doigts emmaillés, ils touchent exceptionnellement l'index. Et il se trouve que l'index est le doigt où il y a des risques d'exclusion fonctionnelle. Donc moi, mon avis, c'est que pour les autres doigts que l'index, on peut se permettre de faire une stack parce que l'aveuglement pulpaire n'aura pas de conséquences en termes d'exclusion fonctionnelle et de perturbation du schéma moteur. Mais pour les lésions qui sont extrêmement rares au niveau de l'index, on va peut-être lui préférer une tuile dorsale pour ne pas aveugler la pulpe au niveau de ce doigt et risquer une exclusion fonctionnelle. Alors, quand on a un type 3, donc avec un gros fragment, le traitement va être chirurgical, surtout s'il n'est pas réductible sous l'orthèse. Et les chirurgiens vont utiliser une broche qu'ils vont placer de cette façon, qui va venir bloquer le fragment osseux. Ils vont ensuite réduire le fragment qui sera mis avec un contre-appui au niveau de la broche. Et en dernière étape de ce geste chirurgical, ils vont venir mettre une broche d'arthroryse qui va fixer la position et permettre au petit fragment du doigt emmaillé de cicatriser avec la troisième phalange.
Alors, en cas d'échec du traitement, il y a une étude très intéressante qui a été faite par Serge Rouzeau et l'équipe de l'Institut Aquitaine-la-Mer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Serge, je précise que le monsieur sur l'image n'est pas du tout Serge Rouzeau. Et donc, cette étude a été faite sur 300, quand même, c'était un gros chiffre, 319 cas. C'était des doigts en mailles de type 1, qui ont montré qu'il y avait des résultats de 91% qui étaient bons ou excellents. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il y avait des meilleurs résultats très significativement, donc 13 fois plus souvent quand le traitement a été débuté à distance. Alors dans cet article, c'était à J20. L'explication des auteurs, c'est de dire que quand on a des phénomènes inflammatoires trop importants sur les doigts emmaillés, eh bien, ça va être très péjoratif pour le résultat fonctionnel. Et là où ça peut nous intéresser en cas d'échec du traitement initial, c'est qu'on avait des meilleurs résultats quand le traitement était entrepris après un échec que quand il avait été fait initialement. Et donc, on peut tout à fait proposer à des patients qui ont eu un échec avec un traitement orthétique de refaire le traitement en leur disant qu'il y a encore plus de probabilité que les résultats soient bons après, même si c'est difficile à mettre en place parfois, parce que quand les patients ont eu déjà une orthèse pendant 2 mois, leur dire de repartir pour 2 mois, c'est pas toujours évident. Ceci étant dit, l'alternative que nous avons, c'est une alternative chirurgicale qui correspond en fait à une technique qui s'appelle la ténodermodèse. C'est un nom qui est très très joli, mais en réalité qui est lié à quoi? Qui est lié au fait que les bandelettes latérales sont très difficilement suturables par les chirurgiens parce elle a une épaisseur en moyenne qui est inférieure à 1 mm, 0,7 mm en réalité. Et donc, ils font des sutures ténodermodèses, où ils vont prendre le tendon, la peau, et en fait créer un déficit tégumentaire au niveau dorsal qui va certes permettre de récupérer l'extension complète de l'IPD, mais qui par contre risque de créer des déficits de flexion. Et dans tous les cas de traitement, le gold standard, qui a été décrit notamment par Evans, mais qui a été repris par pas mal d'auteurs, c'est de dire que quand on enlève l'orthèse, donc à 8 semaines pour les doigts emmaillés tendineux, et peut-être parfois un petit peu avant, 6 semaines pour les après-chirurgie, on va se limiter à une amplitude de 25 degrés, puis chaque semaine, on gagnera en flexion 15 degrés par semaine, si on n'a pas de lag, c'est-à-dire si l'extension active est toujours bien maintenue par le patient.